Jean Martin, on peut dire que les choses commencent sérieusement dans la peinture, pour vous, par votre rencontre avec Lucien Féchamp. Est-ce tout à fait exact? C'est cela, oui, oui, oui. Ah oui, absolument, oui, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelles circonstances se déroule cette rencontre? C'est en 1928, et j'ai rencontré Féchamp parce que je devais gagner ma vie, je devais travailler. Et là, alors, un bureau de placement, je devais entrer en soirée, mon grand-père était en soirée, c'était la crise de la soirée. Alors ce bureau de placement m'avait conseillé d'entrer provisoirement, en attendant une reprise de la soirée, dans une maison qui fabriquait du vermouth. Et alors Féchamp était là, déjà, dans cette maison. Il était peintre, chevronné, très connu déjà, membre du Salon du Sud-Est. Et alors, voilà, j'ai commencé à travailler à cette maison, et avec pas mal de temps de libre. Je dessinais déjà auparavant, j'étais toujours passionné par le dessin, mais comme ça, sans méthode. Et Féchamp m'a donc appris à dessiner, m'a envoyé au cours des Beaux-Arts de modèle vivant. J'avais de la liberté quand même chez Noyer-Prat, et je dessinais beaucoup. Il me corrigeait mes dessins, et ensuite il m'a appris le métier de peintre. Avec ce souci toujours du métier parfait, du métier le mieux. Ça va être en fait, donc cette exigence va être en fait une de vos grandes préoccupations tout au long de votre existence. Oui. On va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, vous exposiez donc à l'époque au Salon d'automne, au moment de la rencontre avec Féchamp. À ce moment-là, avec Féchamp, au début, je n'exposais pas encore. C'est sur ses conseils que petit à petit, quand il a jugé que je pouvais peindre d'une façon assez correcte, à son point de vue, qu'il m'a dirigé vers le Salon d'automne. En octobre 1933, j'ai commencé, oui. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs salons à Lyon, notamment le salon de printemps, qui était à ce moment-là le salon de l'Académie, le salon des pompiers, comme on disait entre nous. Et Féchamp n'était pas tellement d'accord avec ce salon. À ce moment-là, les salons avaient chacun leur personnalité. Ça traînait. Il y avait le salon de printemps, le salon d'automne, un peu plus libre, et le salon du Sud-Est, qui était vraiment le salon des grands peintres lyonnais, des peintres arrivés, des peintres qui avaient fait leurs preuves. Donc Lucien Féchamp vous conseille... D'aller d'abord à l'automne. Voilà, et vous conseille également sur votre travail. Ah oui, oui, bien sûr, il m'a toujours conseillé, je lui montrais tout ce que je faisais. J'allais de temps en temps travailler avec lui, à l'atelier, chez lui. Il m'a fait connaître Trèche aussi, à ce moment-là. Et puis donc, au moment où il le juge possible, il vous permet d'entrer au Salon du Sud-Est. Alors à ce moment-là, après 2 ans, je crois, d'exposition à l'automne, 2 ou 3 ans, il me dit d'essayer d'entrer au Sud-Est. En 1935, donc. En 1935, oui. Et vous allez donc exposer au Salon du Sud-Est jusqu'à la déclaration de guerre, à peu près. Oh, même après. J'ai exposé jusqu'après la guerre, j'ai dû exposer encore en 1946, 1947. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer certains des fondateurs du Salon du Sud-Est, Ah oui, notamment Henri Béraud? Ah non, Henri Béraud, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai connu parce que j'ai rencontré beaucoup, fréquenté les jolis noms, Féchamp, Trèche évidemment, et puis ensuite alors Salandre, et j'ai rencontré Couty. Très bien. Jean Couty, vous le connaissiez en fait parce qu'il était de Vèze. Je le connaissais déjà avant, Couty était à Lisbonne, moi j'habitais Quai de Serein, et on se connaissait déjà. Et ma femme était déjà une amie d'enfance de la sœur de Couty, d'Henriette. Et donc Henri Béraud, vous ne l'avez jamais rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Ni même aperçu? Si, je l'ai aperçu, bien sûr, je l'ai aperçu. À quelle occasion? Dans les salons, je crois, un vernissage du Sud-Est, je n'ai pas très bon souvenir de Béraud. Je vois son visage assez rond, assez plein. Avec un chapeau, souvent? Il n'avait pas de chapeau quand je l'ai rencontré, peut-être qu'il avait un chapeau à la main, c'était un vernissage, une chose officielle, probablement. Et alors Gabriel Chevalier, sinon... Gabriel Chevalier, alors je l'ai bien connu là, oui, je l'ai connu au Sud-Est. Gabriel Chevalier, et quand je l'ai connu, il n'exposait plus au Sud-Est. Déjà, il avait commencé à écrire, et ça a été le départ de Clochemerle à ce moment-là. En fait, les débuts de Chevalier, c'est la peur. C'était la peur, j'ai eu la peur après. Je l'ai lu après la peur, je l'ai lu avec les donc est-ce que vous vous souvenez de Chevalier comme responsable animateur du Salon du Sud-Est? Est-ce que vous le revoyez prendre la parole lors d'un vernissage? Est-ce que vous avez des souvenirs précis comme ça? Très précis, pas tellement. Il a parlé, oui, il parlait
on le voyait rarement en réunion quand même. C'est un homme qui était très occupé autre part et qui venait et parlait très brièvement, très simplement, assez sèchement même, avec un petit air d'une ironie un petit peu méprisante pour tout ce qui n'était pas d'accord avec lui. Et sinon, donc, parmi ces animateurs du salon, fondateurs du Salon du Sud-Est, quelles sont les autres figures? Alors, vous avez parlé de Trèche, quelles sont les autres figures? Ah ben écoutez, il y avait Combet des Combes, bien sûr. Oui, Combet des Combes, je voulais y venir, parce qu'ensuite, donc, lui a eu la présidence, mais dans des années jusqu'à sa mort, je crois, en 66. Oui. Mais en fait, là, vraiment les grands anciens, quels sont ceux dont vous vous souvenez? J'ai connu surtout Marius Mermillon. Oui. J'ai un très bon souvenir de Marius Mermillon, il était un homme un critique d'art, extrêmement sympathique, critique d'art aussi, bien sûr. Je connais bien Mermillon, et puis Salandre, que je vous ai déjà dit, Salandre, et puis je connais évidemment Laplace, Curnier, Venance-Curnier. Morillon, Venance-Curnier, oui. Alors, est-ce que vous avez un souvenir précis avec Marius Mermillon? Oh, Marius Mermillon, oui, on se donnait rendez-vous le soir avec Couty, il aimait bien nous rejoindre, on l'attendait à la coupole. Et souvent, on était inquiets parce que quand il était en retard, on se demandait qui allait régler les consommations. On n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, les soucoupes, sagement, on prenait souvent des chocolats chauds avec Couty, qui était traité d'être pas très viril, par Mermillon, qui prenait lui de l'alcool. Alors ensuite, il nous disait qu'il était fatigué, qu'il y aurait très peu de temps à lui consacrer. Alors on parlait d'un tas de choses, on parlait de Francis Carcon, on parlait de Fénéon, on parlait de Georges Besson, bien sûr. Donc Marius Mermillon qui écrivait dans la revue Les Arts, je crois. Art et puis différentes revues encore, surtout des revues il y avait aussi des revues que dirigeait Georges Besson, animées en tout cas, sur Paris alors. Puis il était également l'ami de Braun. Ah oui, j'ai connu le père et le fils Braun par Mermillon. Mermillon très fatigué, finalement, quand on avait parlé un petit peu, il disait « Oh, si on allait manger un peu à la campagne ». Alors on partait avec la voiture et ils emmenaient manger dans les Dombes. C'était toujours... il prenait un peu d'aspirine, ça allait beaucoup mieux, et on rentrait sur Lyon à minuit, 1h du matin. Est-ce que vous vous souvenez de grandes positions de Marius Mermillon par rapport à tel ou tel artiste ou tel courant? Est-ce que vous l'entendez, par exemple, encore vous parler de tel ou tel peintre qui l'adorait ou au contraire qui l'exécrait? Est-ce que vous vous souvenez de choses comme ça, de prise de position? Il adorait beaucoup Bonnard. Bonnard, donc on va y venir, vous avez eu l'occasion de le rencontrer au Salon du Sud-Est, puisque je crois qu'il a participé. Il a participé, mais je ne l'ai pas rencontré vraiment, quoi. Je l'ai aperçu. Non, je n'ai pas rencontré, j'ai surtout rencontré Utrillo, mais c'était autre part chez Salandre alors. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait de merveilleux au Salon du Sud-Est à cette époque-là, c'est qu'il invitait des gens absolument prestigieux, puisque ce que la peinture française comptait de meilleur venait exposer au Salon du Sud-Est, puisque Marquet, Vlaminck, Bonnard, Utrillo, Suzanne Valadon. Ah oui, il y avait de très belles expositions. Est-ce que vous vous souvenez donc là de vernissage? Est-ce que Suzanne Valadon venait? Est-ce que vous avez le souvenir Suzanne Valadon, je l'ai aperçue à un vernissage, c'est une petite femme, assez vive, assez sombre, assez noire quand je l'ai connue, quand je l'ai vue, quoi. Mais... Et alors Utrillo, dont vous dites que vous Utrillo, aviez... j'ai des souvenirs d'Utrillo beaucoup plus précis, parce que je l'ai vu, j'ai déjeuné avec lui. J'avais une impression d'un homme très, très malade, ses yeux, des yeux morts, des yeux qui n'avaient plus de vie, et il ne s'intéressait pas du tout à la peinture. Il guettait surtout les verres qui étaient à portée de sa main pour les vider rapidement, sans se faire voir, parce qu'il était surveillé par sa femme. Il était nouveau marié quand... Avec Lucie Valeur, donc. Lucie Valeur, quand je l'ai connue. Donc en 1936, un groupe animé par Henri Hérault vous invite à Paris. C'est-à-dire que oui, j'ai exposé au Salon des Indépendants. Avec Couty, tous les ans, nous partions tous les deux pour le vernissage des Indépendants. Et là, alors, on partait à la conquête de Paris avec Couty. Couty avait une grande cape romantique. Et nous partions tous les deux. Et à une exposition du Salon des Indépendants, après le salon, je suis averti par Henri Hérault que ma toile n'allait pas rentrer sur Lyon tout de suite, mais était transportée à la galerie Bier-Worms. Pour la Boétie, je crois que c'était. Pour un groupe qu'il avait fondé qui s'appelait Force Nouvelle. Ensuite, alors, on a correspondu longtemps avec Hérault, et régulièrement, il m'a invité à Force Nouvelle à Paris,
et ensuite à Londres. Il a créé ensuite un mouvement plus ample qui s'appelait la Nouvelle Génération. Mais seulement il fallait signer un manifeste qui était assez violent et surtout dirigé contre l'impressionnisme, ennemi public numéro un. D'après Héron, c'est assez drôle d'ailleurs parce que il avait raison dans un sens pour lutter contre cette suite, cette espèce de manque de solidité dans la peinture, cette absence de dessin qui m'avait toujours, moi... Pourtant, la peinture de l'époque ressentait l'influence de Cézanne. Il y avait une influence de Cézanne, notamment parmi les peintres du Salon du Sud-Est qui ont été très influencés par Cézanne. Oui. Mais enfin, l'école lyonnaise était quand même restée école lyonnaise. Il n'y avait pas... Les influences étaient discrètes. Hein. Il y avait de l'admiration pour Cézanne, oui, bien sûr, notamment par Trèche. C'est Trèche le plus près de Cézanne, parmi les fondateurs du Sud-Est. Mais il y avait d'autres gens qui étaient vraiment personnels. Hein. Il y avait des gens comme, que je me souvienne, Sénard, par exemple, c'était différent. Laplace était un peu impressionniste dans ses aquarelles, mais assez différent dans ses huiles. Il y a pas mais Adrien Bas, on sent quand même l'influence de Cézanne. Adrien Bas, oui. Mais à l'époque où je suis entré au Sud-Est, Adrien Bas était déjà mort, je pense. Et on voyait quelques pastels qui étaient prêtés, mais il n'y avait pas d'ensemble d'étoiles importantes d'Adrien Bas. Il y en avait un autre, comment s'appelait-il, qui aimait beaucoup Mermillot, il le défendait énormément. Alors donc en fait, vous, en 1936, vous faites partie du groupe Force Nouvelle, et au même moment, à Lyon, en 1936, c'est la grande exposition du groupe Témoignage. Du groupe Témoignage. Ah oui, mais alors vous êtes en même temps, vous, là, l'ami de Kieffer. Ah, Kieffer était un ami, c'était comme un frère, j'étais très intime avec Kieffer, oh, oui, j'ai le souvenir étonnant de Kieffer, très très vivant et très précis. Et on se rencontrait avec Michaud, avec Marcel Michaud. Déjà avant, c'est en 36, je crois, là, je pense que c'est 36. La première exposition de témoignage, c'est 36. Ah, oui, mais alors moi, c'est avant. C'est avant que j'ai connu Michaud, là. J'ai connu Michaud avant témoignage. Parce qu'en fait, 36, c'est l'exposition officielle, la première exposition officielle du groupe Témoignage. Mais en fait, la première rencontre entre Michaud et Louis Thomas doit remonter à 33-34, en vérité. Ça se passe en fait dans l'appartement des Thomas, qui était à l'époque Cour Tolstoï. Mais en fait, vous, donc, vous êtes l'ami de Kieffer, et en fait, vous n'êtes pas vraiment dans ce groupe Témoignage. Pourquoi? Non, je ne suis pas dans le groupe Témoignage. Pourquoi est-ce que vous n'y adhérez pas vraiment? Quelles sont les raisons? Peut-être ma peinture ne correspondait pas à ce que défendait le groupe Témoignage, parce que il fallait signer un manifeste que je n'avais pas approuvé. Eux étaient très influencés par les surréalistes, si on doit parler d'influence. Quelques-uns, par les surréalistes, par... oui, on peut pas... Oui, c'est vrai, oui, il y avait Berthold avait dérivé, il avait changé un petit peu, il était beaucoup plus près du surréalisme. Berthold et Lemoyle, à un moment, étaient très surréalisants. Le Moyle aussi, Berthold, Lemoyle, il y avait Barbanesco, bien sûr. Barbanesco, lui, était encore peut-être le plus individuel, le plus personnel. Il avait une œuvre qui était peut-être la plus personnelle, par son étrangeté, comme ça. Oui. Mais oui, j'ai vécu quand même un peu à part du groupe Témoignage. J'ai fréquenté peu le groupe Témoignage. J'ai fréquenté Marcel Michaud, oui, avec Kieffer, avec Couty. On sortait ensemble, on se voyait assez fréquemment. Mais jusqu'à ce que Michaud ouvre sa galerie rue Thomasin. Quel homme était-il, Marcel Michaud? C'était étonnant parce qu'il avait le don de pouvoir rassembler autour de lui des gens qui pensaient différemment et qui auraient pu s'entretuer autrement sans lui. C'était très drôle. Il avait ce don-là. Un petit bonhomme avec des cheveux blonds qui voltigeait comme une tête d'archange. D'ailleurs, quand il a fait une photographie pour le groupe Témoignage, il avait pris une photographie de bébé. Il avait choisi pour le représenter. Avec Marcel Michaud, on a fait beaucoup de choses, et puis on s'est fréquenté jusqu'à mon départ pour Paris, quoi, puisqu'on a vécu ensemble pendant l'occupation, à la fin de l'occupation. On a vécu ensemble dans la montagne des Sauvages, dans une maison qui nous avait été prêtée. Oui, cette maison nous a été prêtée. En vérité, elle devait abriter René Lénaud, qui lui n'a pas voulu l'occuper et nous l'a laissé, puisqu'il voulait continuer son travail de résistant au réseau combat. Et évidemment, ça lui a coûté la vie, puisqu'il a été arrêté et fusillé quelque temps après.
Donc vous avez vécu là avec Marcel Michaud, son épouse Zaza, Oui, et puis sa fille. Françoise. Oui, 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 oui. On a vécu là 6 mois. Et là, il fallait un peu tuer le temps parce que c'était un petit peu dur cette inactivité, non? Alors je crois que vous aviez un peu l'art, les uns et les autres, de vous déguiser, vous pratiquiez beaucoup. On s'amusait beaucoup, on essayait de s'amuser parce que le temps n'était pas très gai. L'époque était assez tragique, assez terrible. Alors on s'amusait, oui, puisque par exemple, pour le mariage de Idou, Françoise était invitée, Marcel Michaud aussi, on était tous invités. On ne pouvait pas y aller, mais on avait décidé que Françoise irait toute seule. Et puis, impossible, pas de communication, pas de moyen de transport. Alors on s'est amusé, on s'est déguisé, on a fait... Vous avez joué le mariage. On a joué le mariage, on a joué le départ pour le mariage, avec des valises bourrées de cadeaux. Je voudrais que vous nous reparliez maintenant de votre amitié avec Kieffer et du personnage Kieffer. Kieffer était un homme excessivement sympathique, très gentil, et puis vivant, mais fantasque. Et il regrettait toujours cette tentative de suicide qu'il avait fait quand il était à l'école des Beaux-Arts. Et il en parlait avec beaucoup d'humour. Il y avait une balle donc qui lui avait... Il s'est tiré une balle dans la tempe droite, elle est sortie par la tempe gauche, il avait une grosse étoile et une petite du côté gauche. Il est resté 8 dizaines de jours à l'infirmerie de Porte, à l'Hôtel Dieu. On le croyait perdu. Et puis au bout de 8 jours, il était toujours vivant. Alors on a tenté de faire des ponctions lombaires jusqu'à ce que le liquide bulborachidien sorte clair. On a fait des ponctions. Et ils sont cirés, sans dommage apparent, puisqu'il ne souffrait pas. Simplement, quand il était très fatigué, on faisait des grandes marches dans les monts du Lyonnais. Et le dimanche, surtout avec Couty et Salandre, et Madame Salandre aussi, tous ensemble, on partait, pique-niquer. Alors Kieffer fatigué, il avait sa paupière droite qui retombait. Alors il la remontait, et puis ça marchait, quoi. Et alors c'était un être exigeant tout de même. Exigeant, il était exigeant, c'est-à-dire que il croyait fermement en l'amitié. C'était sa quête d'amitié, toujours. Et quand on était admis à être son ami, il fallait évidemment faire beaucoup de concessions parce qu'il exigeait beaucoup. Il donnait beaucoup lui-même, il exigeait beaucoup. J'ai de très beaux souvenirs de Kieffer, on partait ensemble, puis d'une fantaisie, on partait souvent, il donnait l'impression, on n'avait pas d'argent, de faire des grands voyages trans-européens. À ce moment-là, on ne pensait pas du tout à partir beaucoup plus loin que l'Europe. Alors on allait au départ des grands trains à Perrache, on montait dans le compartiment, on attendait le moment du départ, et au moment du sifflet, on descendait rapidement. On avait cette impression d'avoir placé nos bagages, d'être tout à fait à l'aise dans le compartiment, d'être vraiment en partance. Et puis on allait se réfugier souvent sous le viaduc de Perrache. Et là, il y avait des clochards, et on discutait avec les clochards, on s'amusait beaucoup. Et on rentrait. J'accompagnais toujours Kieffer très tardivement parce que je craignais. À l'aube, il avait tout de même des tendances à retrouver cette amitié avec la mort qu'il a toujours gardée finalement, tout en s'en défendant, tout en plaisantant sur ce sujet-là. Parlons un peu donc de l'influence qu'avait Michaud sur les artistes. Alors je crois que sur vous, il a eu également une influence. Oui, parce qu'il m'a fait découvrir quand même évidemment les surréalistes, les poètes surréalistes, et puis les poètes romantiques aussi que je connaissais mal. Ça a complété ce que j'ai appris avec Féchamp. Féchamp m'a fait découvrir la littérature contemporaine, hein, c'est sûr, et puis le théâtre contemporain, qu'on allait voir à Lyon grâce à Madame Grignon-Fintroni. On n'en parle jamais de cette dame. Elle a fait un effort considérable avec les heures. Le théâtre des heures. Ah oui, c'était merveilleux. J'ai connu toutes les grandes compagnies par elle. Et le Cartel notamment. Comment le Cartel, oui, bien sûr, bien sûr. Jouvet, Dulin, Batti, les Pitoèvres sont venus plusieurs fois chez Madame Grignon-Fintroni. À peu près à la même époque, donc j'en parle donc là de 33, 34, 35, avant la guerre. Oui. Vous faites partie d'un groupe qui s'intitule Les Bâtisseurs, avec Georges Salandre, Jean Couty. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'esprit de ce groupe? Est-ce que c'était vraiment un groupe? C'est en 36, ça. Oui, en 36. Pas avant 36. C'est pas avant 36. Le Front populaire. Voilà. On y a tous cru, bien sûr, bien sûr. Et puis on pensait déjà à l'étincelle qui avait jailli en Union soviétique, dans la Russie des tsars à ce moment-là, en 17. On y croyait. Alors, au cours du bâtisseur, on faisait des expositions, mais au centre des syndicats, c'est-à-dire à la bourse du travail. Alors, je me suis aperçu justement
sur le plan du métier, l'importance de la sculpture. Parce que là, ça intéressait beaucoup les gens des syndicats à cause de la bataille contre la matière. La peinture, des trucs, de la tricherie, pour eux, ils étaient prudents et ils ne s'emballaient pas sur la peinture. Parce que les bâtisseurs, je ne sais pas si ça a continué, moi je suis parti après à Paris en 1945, ça n'a pas dû fonctionner, non, ça n'a pas fonctionné pendant la guerre, ça s'est arrêté en 1939. Donc ça a eu, pendant 3 ans ou 4 ans, on a dû exposer dans le groupe des bâtisseurs. Vous exposiez donc à la Bourse du Travail? À la Bourse du Travail. Tout au moins, la première exposition. Après, c'était pour moi toujours le même endroit, oui, oui. Les bâtisseurs, oui, oui. J'avais connu... Qui était présent comme artiste? Alors, on a dit Salandre, Couty, vous-même. Ah oui, on était nombreux. Il y avait Niogret, je crois qu'il faisait pas. Il y avait Niogret, il devait y avoir Chartres, Vieilly, Peloux. Ensuite, un autre lieu qui compte beaucoup pour vous, c'est le magasin de meubles de M. Sornet, qui se trouvait rue Président, enfin, qui est la rue... C'était la rue Paul Chenavard. Paul Chenavard. Oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Ah oui, c'était... il y avait des très grands salons, magnifiquement, parce que les meubles de Sornet sont très beaux. C'était présenté comme dans un intérieur, donc il y avait une intimité. Et là, j'exposais pendant au moins 4 ou 5 ans de suite avec Couty et Salandre. On avait notre exposition à la fin de l'année, et je me souviens qu'un matin de Noël, Couty se débrouillait pour inviter toutes les personnalités. C'est très fort pour ça. Il prenait le téléphone comme si c'était le directeur de la galerie, et il invitait l'archevêque, il invitait le gouverneur, et puis le président Herriot. Et Herriot nous fait savoir qu'il serait là, lui, pour le matin de Noël. Alors, grand branle-bas, on va tous à la galerie Sornet pour le matin de Noël, et puis on a parlé avec Herriot, il venait de chez son masseur à ce moment-là. Il était plein de verve, et puis il connaissait beaucoup les arts, il improvisait sur un tas de choses, il était merveilleux pour ça. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a vendu nos premiers dessins, quoi, parce que les dessins on ne les vendait pas à Lyon. Et Herriot, vous avez acheté quelque chose? Des dessins à Couty à moi, oui, oui. Alors on va faire l'apéritif, mais terreur, pas de verre. Alors on a donc bu le vermouth noyé, c'est tout indiqué, dans les tasses à thé de Sornet. Ça, on avait de très grands nus, vous les connaissez, les grands nus en pierre verticaux, avec la femme qui tient l'enfant, et c'est beau. Et il y avait un monsieur qui habitait l'immeuble, père de famille, scandalisé, soi-disant, par les nus de Salandre. Il est d'abord venu rouspéter. On a tous rigolé beaucoup, et il est allé au commissaire de police. Il est revenu, le commissaire a fait un constat, puis il a dit, écoutez monsieur, rien n'est indécent, là, vous avez partout, dans tous les squares, des statues de femmes nues, ça n'est pas impudique tellement. Alors on a pu lui expliquer tout ça, il était quand même très mécontent, alors on lui a dit qu'il était abonné à l'illustration, qu'il pouvait voir les réclames de gaines et de corsets, qui étaient aussi, qui pouvaient le scandaliser de la même façon, et sa famille aussi. En plus de ça, c'était difficile à scandaliser, parce que dans l'immeuble même, il y avait un des plus beaux bordels de Lyon, c'était Madame Georgina, bain romain, massage sous l'eau. Et ce monsieur, on a su son nom après, ça a été, quand le commissaire de police, voulez-vous signer votre déclaration, monsieur? Vous appelez comment? Je m'appelle monsieur Vêtu. Une expérience dont vous avez envie de nous parler, c'est le salon des échanges. Oui, c'était très drôle parce que ce salon a eu lieu à la galerie Saint-Pierre, Alfred Poyet. Une très belle galerie qui se trouvait en face de la galerie Malaval, qui était opposée à la rue de l'Hôtel de Ville à ce moment-là. Oui, ce salon proposait des tableaux. Là. Je me souviens, il y avait quand même il y avait Thévard en dessinateur humoristique, il y avait Couty, il y avait tous les mêmes, toujours les mêmes, Chartres, Vieilly, Peloux, et moi, et on était une dizaine, une quinzaine, je ne me souviens plus, qu'est-ce qu'il y avait, Saint-Jean peut-être, et là on mettait des tableaux et puis les gens proposaient. Quand il m'est arrivé, au moment où on avait fort besoin, c'était le bienvenu, j'ai changé un tableau de neige contre 1000 kilos d'anthracite. Mais par contre, alors j'ai eu un médecin lyonnais qui me proposait une opération d'appendicite. Alors personne n'en avait besoin dans la famille, ça n'a pas marché. Jean-Martin, on parlait donc tout à l'heure de Marcel Michaud. Alors vous avez exposé à Folklore. Oui. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette galerie? La première galerie rue Thomassin, c'est une petite galerie, mais excessivement sympathique aussi, parce qu'avec Michaud tout est sympathique d'ailleurs. Et là, on ne peut pas exposer de grandes toiles, ni de nombreuses toiles. Ensuite, donc, vous exposez rue de Jussieu. Là c'est plus tard.
Ah, ben, c'était déjà à ce moment-là, le Jussieu, je crois, oui. Oui. Rue Thomasin, m'avait dit au départ. Pardon? Rue Thomasin. Comment ça, c'est plus ancien. C'est 32, 33, Oui. 34, Et ensuite, donc, rue de Jussieu. 35, ensuite rue Jussieu. Rue Toute la Jussieu, famille donc. locale. Voilà. Donc là, la galerie avait été aménagée, je crois, par Louis Thomas, qui avait fait Oui, l'architecture. oui. Il y avait une loggia et on pouvait exposer aux deux niveaux. Alors là, est-ce que vous avez exposé? Alors j'ai exposé alors une exposition personnelle, alors oui, j'en ai fait deux, je crois, à 2 ans d'intervalle. Et puis j'ai exposé en groupe avec différentes. Vous vous souvenez des artistes? Oh ben il devait y avoir Saint-Jean, il devait y avoir Besset, il devait y avoir. Attendez voir, Besset, il y avait l'abbé Ribes. Ribes, oui, c'est sympathique, Ribes. Ribes, et puis ben, il y avait Banesco, il y avait Thomas, dans les groupes, quoi. Jean Martin, un homme dont nous n'avons pas encore parlé et que vous avez rencontré, avec lequel vous avez collaboré, que vous avez rencontré avant la guerre, avant la dernière guerre, c'est Marc Barbezat. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, oui. Marc Barbezat est un jeune garçon qui était beaucoup. J'ai beaucoup aimé parce qu'il était travailleur. En plus de ses études de pharmacien, il s'intéressait à énormément de choses, notamment à la peinture. C'est ainsi que je l'ai rencontré avec Kieffer, avec Jean Val et avec Marcel Michaud. Jean Val, donc, qui était poète. Jean Val était poète, oui. Et il a été professeur de philosophie, je crois, de Barbezat. Ils se sont connus ainsi, je pense. Et ils se sont fréquentés. Et Barbezat, on le voyait fréquemment avec Couty, Kieffer surtout, on le voyait assez fréquemment. Ils sont restés en très bons termes jusqu'à la déclaration de guerre. Oui, donc en fait, Marc Barbezat avait eu l'intention, à quel moment, de créer les éditions de l'Arbalète? Oh, c'était pas une écriture d'édition à ce moment-là. Alors, j'ai envoyé ce dessin, non pas à Barbezat, j'ignorais son adresse aux armées, mais chez son père. Le père a fait suivre, et Barbezat m'a écrit en me disant « Je suis très content parce qu'on reprend contact, j'avais besoin de vous rencontrer. » Alors, je lui donne mon adresse postale militaire, et à ce moment-là, il m'a dit « Je voudrais faire une petite revue de poésie pour les soldats qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire. » C'est abominable, cette espèce d'attente sans intérêt, quoi. La guerre n'a jamais beaucoup d'intérêt, au contraire. Mais enfin, alors Barbezat a fait comme ça. Et nous sommes partis, et je vous montrerai, j'ai des quantités de lettres, toute la naissance, toute la genèse de l'Arbalète, la recherche d'un titre et d'une dimension. Les premiers numéros étaient renéotypés, en petit format. Et là, il y avait des poèmes, évidemment, de Jean Val, et puis pas mal de poètes que Barbezat connaissait. Et puis certains de vos dessins donc, ont servi à la couverture de l'Arbalète? Alors après, il m'a dit de dessiner une couverture. Fait plusieurs petits projets, je lui ai envoyé, il a accepté, celui qui a été définitif, qui a été pour les premiers numéros. En même temps, il a demandé pour l'intérieur une gravure et 2 gravures de reproduction de Thomas, qu'il aimait beaucoup. De Thomas? Louis Thomas. Donc Louis Thomas a collaboré à l'Arbalète? Oui, oui, oui. Les premiers numéros étaient avec des dessins de Louis Thomas à l'intérieur. Et alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Marcel Mouloudji? Parce que Mouloudji était très ami avec Barbezat. Ah ben oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mouloudji chez Barbezat, oui, oui. On s'est rencontrés plusieurs fois à Dessines, puis je l'ai retrouvé à Paris, Mouloudji. C'est un être charmant, Marcel Mouloudji. Pardon? C'est un être charmant, Marcel. Ah, il est charmant, oui, oui, il était charmant, oui, oui, il est charmant, Mouloudji. Ah oui, 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 oui. Et Jean Genet? Ah non, je sais pas, j'ai toujours évité. Il voulait que je fasse un portrait. Jean Genet voulait que je fasse un portrait de lui. Parce que Barbezat m'avait raconté comment il se conduisait, il me faisait un petit peu peur, et je pensais qu'il valait mieux, j'étais peut-être idiot, ce que je pensais là, parce que je pensais qu'il valait mieux que ce soit Émile Pic, qui était homosexuel,
qu'il fasse le portrait de Jean Genet. C'est ce qui a été fait. D'ailleurs, je crois qu'Émile Pic a illustré, a fait un dessin pour la couverture des Champs secrets. Moi, j'aime beaucoup ce qu'écrivait Genet, mais je ne vais pas le rencontrer parce qu'il avait une attitude qui me déplaisait beaucoup. Il était un peu violent, un peu voleur. Beaucoup voleur. Mais en dehors de ça, il a été assez méchant. Quoi. Je sais qu'avec Madame Barbeza surtout, Barbeza était très gentil avec lui, on ne peut pas être plus gentil. Il était un peu sadique, je Il le disons-le. Il était sadique, il a fait des choses, Madame Barbeza, la rencontrant une fois à Paris, la suivant, et devant l'étalage, elle allait dire qu'elle avait volé une paire de bas à l'étalage pour la faire arrêter, la faire lui causer des ennuis, des choses, mais qui sont très très méchantes, quoi. Ayant été hébergé chez Barbeza, s'en allant avec les plus beaux bouquins de M. Barbeza père. C'était un esprit comme ça. Un esprit malfaisant, mais évidemment ça n'empêche rien, elle n'avait rien à sa qualité de poète. Nous allons évoquer une autre figure dont la rencontre est déterminante pour votre parcours d'artiste, c'est M. Paul Cels. Ah oui, oui, oui. Oui, écoutez, alors Paul Cels, c'était tout à fait une aventure inattendue, parce que tous les ans, j'envoyais au Salon du Sud-Est, n'est-ce pas? Et là, après un salon, arrive chez moi M. Paul Cels, un grand diable qui tirait un peu la jambe, qui me dit, voilà, je suis pas marchand de tableaux, mais courtier, si vous voulez. Je travaille avec Wildenstein, je travaille avec les grands marchands parisiens, et votre peinture m'intéresse, ainsi que celle de 2 ou 3 de vos amis peintres du salon. Alors si vous voulez, moi je vous prends quelques toiles et je vous fais une exposition. Moi je dis, mais d'accord, je vendais très peu de choses à Lyon, j'avais beaucoup de toiles à l'atelier, et je lui dis, c'est entendu. Et puis je vois ensuite Couty, Chartres, Vieilly, Saint-Jean, et on en parle bien sûr. Et ils étaient très méfiants, en me disant comment c'est un bonhomme qu'on ne connaît pas, il arrive de Paris, c'est pas une bonne référence pour les Lyonnais, il arrive de Paris et il est juif. Alors ils n'ont pas voulu prêter de tableau. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, ça reste dans l'atelier, autant les prêter. J'ai prêté, et puis Paul Cels était sympathique, j'ai connu son épouse et ses 2 enfants, c'était un ménage extraordinaire, et de gentillesse, et puis de générosité, d'ouverture, quoi. Il habitait Cahors à ce moment-là. Et il me dit, il faut que vous connaissiez absolument un marchand sensationnel qui s'appelle Jacques Telesco, qui a une galerie avenue de Friedland. Et c'est un homme épatant qui avait vécu dans le milieu de la peinture toute sa vie. Son père, son grand-père plutôt, avait un contrat avec Delacroix. Il connaît bien la peinture. Si vous lui plaisez, si ça l'intéresse, c'est une chose remarquablement intéressante pour vous. Bien sûr, j'accepte. Et puis il m'a fait une exposition à Marseille, il a envoyé les toiles. Parce que il avait également une exposition. Telesco était replié sur Marseille. Dans la plus belle galerie de l'époque, c'était la galerie Jouven, 3 étages, rue Paradis, en plein centre de Marseille. Une galerie somptueuse. Nous arrivons à la galerie Jouven, très impressionnant, 4 fauteuils alignés, des commis de la galerie qui passaient les tableaux sur des chevalets en face de nous, et Telesco avec une tête de magot chinois, un crâne très brillant, hermétique, qui ne disait pas un mot. C'était sinistre. Les tableaux défilaient les uns après les autres, les 40 tableaux, ou 45, je ne me souviens plus, défilent, pas un mot. Après tout ça, Telesco se lève et me dit, il y a trop de bons dieux et il y a trop de cadavres. Je lui ai dit, écoutez, bon, les caisses sont là, elles ne sont pas fermées, rien n'est vissé, vous mettez les tableaux dedans et on les renvoie sur Lyon. Je me dis, mais calmez-vous, attendez, mais non, on verra ça, on verra ça. Et puis il me dit, après, je ferai l'exposition. Vernissage fixé à telle date. Bon. Je retourne à Marseille, je vois l'accrochage, et je vais au musée Contigny. Je ne reviens pas du tout au vernissage, que le soir à 5 heures. À 5 heures, j'arrive à la galerie, Telesco me dit, vous auriez pu venir un peu plus tôt, c'est pas très gentil, mais enfin, tenez, venez, il me prend par le bras, fait faire le tour de la galerie, et je vois acquis sur différents tableaux, une quantité qui anormale pour moi, habitué à vendre tellement peu de choses à Lyon. Vous avez une position par rapport au prix couramment pratiqué à Lyon? Je pense que les peintres lyonnais n'ont jamais vécu complètement de leur peinture. Et
ils ont pratiqué des prix beaucoup trop bas. Ils continuent à le faire, j'en connais, ils sont tous retraités, ceux que je connais de ma génération, retraités confortablement. Alors, en vendant de temps en temps quelques petites toiles, pas trop chères, pour un supplément qui leur convient. Mais les prix sont beaucoup trop bas, les peintures sont très bas. Alors vous allez retrouver donc Jacques Tedesco à Paris après la guerre Oui, pour oui. encore quelques expositions. Oui, j'ai fait à la galerie de la Muffrier-Delon. Tedesco était très âgé et malade. Je me souviens le retour à Paris pour la première fois. Et je suis remonté, il avait été arrêté par la milice à Marseille. Il avait pu, avec beaucoup d'argent, se faire libérer. Et nous étions remontés ensemble à Paris, à la Libération. Il avait, lui, bien avant la guerre, bien sûr, il avait un des plus beaux équipages de Paris. Il était très heureux, alors on a pris un fiacre, on a fait les Champs-Élysées. Et là, il chantait, il pleurait de joie. C'était extraordinaire, ça. Je me souviens de ce voyage, ce passage aux Champs-Élysées avec Jacques Tedesco. Mais malheureusement, Tedesco est mort très vite. Au bout de 3 ans, Tedesco était mort. Et là, vous avez exposé Alors, chez Katia Granoff. Katia Granoff, en même temps, un peu oui, immédiatement après la Libération. Parce qu'on lui avait rendu des services à Lyon, avec Oui. Marcel Michaud, notamment quand on a vécu dans la maison prêtée par René René Lénaud, Lénaud. dans les montagnes des Sauvages. On avait mis à l'abri la collection de Madame Granoff. Après la guerre, alors, elle nous a invités à aller chez elle pour... elle était seulement, alors à ce moment-là, seulement qu'est Conti. Donc- Entre-temps, alors, même avant la mort de Tedesco, j'avais connu Emmanuel David. Emmanuel David m'a fait une exposition à la galerie Drouin-David, Faubourg Saint-Honoré, particulière, et puis j'ai fait des expositions de groupe auparavant avec lui. Il me dit, mais avec ce métier que vous avez, vous pourriez faire de l'art sacré. C'est grâce à lui si je me suis intéressé à l'art sacré pendant une vingtaine d'années. Auparavant, Michaud vous avez un peu mis sur la voie. Michaud m'a vu ça d'abord en me donnant un petit livre écrit par un peintre grec qui s'appelle, le livre s'appelle À notre frère le peintre. Ce peintre grec s'appelait Praxitèle Zographos, il est toujours vivant d'ailleurs, il s'appelle toujours de la même façon. Zographos qui veut dire peintre en grec. Et alors ce peintre disait qu'il était venu à Paris pensant trouver la ville lumière, la ville qui attirait la grande capitale des arts, et il s'était laissé attirer lui-même et était très déçu parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait une espèce de désespoir dans la peinture contemporaine, sur le plan du métier, qu'on n'apprenait rien à l'école des beaux-arts, aucun métier transmissible, aucun métier de qualité. Il était donc, lui, il mettait à disposition des artistes qui voulaient le contacter, des outils et puis une méthode de travail. Et à ce moment-là, j'avais plus de contact avec les galeries d'art profane. Il m'a donc fallu gagner ma vie et j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour le théâtre. Ce qu'à Lyon, je n'aurais jamais pu faire. Donc vous travaillez pour le théâtre D'un côté, et parallèlement vous continuez. Au couvent de franciscain. Et vous avez donc appris cette technique de la peinture à l'œuvre. Enfin, la peinture à l'œuvre est une des techniques. La peinture à l'œuvre, qui est la peinture du haut Moyen-Âge. Nous sommes aujourd'hui dans votre atelier pour évoquer la technique de la peinture à l'œuf. Alors je crois que la première chose dont il faudrait que nous parlions, c'est de votre support. Hein. Oui. Ce support donc qui est là derrière vous, cette surface blanche. Le voilà. Et C'est vous très là- important, le support. Oui. Alors justement, ce support, comment est-ce que vous le préparez? Dites-nous un peu. Eh bien, le support, c'est une planche, encollée d'abord, et je prépare un enduit qui est fait de colle de peau et de blanc d'Espagne. Je mets quelques gouttes d'huile pour qu'il soit plus souple, huile de lin, et puis je le passe à chaud en une dizaine de couches.
Et, le blanc d'Espagne, c'est la même chose que le blanc de Meudon employé par Oui, les ça doreurs? s'appelle, oui, écoutez, oui, oui, ça s'appelle à la fois, ça dépend des régions. Blanc de Meudon, blanc de Troyes ou blanc d'Espagne. Et cette habitude de passer ces 10 couches, alors pourquoi? Parce qu'il y a, c'est un support qui absorbe. Quand on peint à la tempéra, à l'off, la couleur pénètre. Comme la fresque, un peu dans le mortier frais. Elle pénètre et elle se fixe petit à petit. C'est très long à sécher finalement. Pour que ce soit solide, il faut de nombreuses années. On peignait comme ça à l'époque où les tableaux étaient transportés dans une chapelle où ils ne bougeaient plus. Et dans des endroits également très secs, comme la Sicile, la Grèce, surtout. Alors ensuite, donc, vous poncez votre surface à l'eau ou à sec? On peut le penser d'une façon ou de l'autre. À l'eau, c'est plus propre, on respire moins de poussière. Et il faut se méfier, il faut être très prudent parce que l'eau, avec le papier abrasif, ça va très vite. On enlève beaucoup trop de blanc à la fois. Et il faut que ce soit régulier surtout, c'est ça. À sec, on obtient une régularité, mais c'est désagréable parce qu'on respire énormément de poussière de blanc qui est très malsaine. Alors lorsque vous avez donc achevé la préparation de votre support, là vous allez dessiner. Voilà, oui. Oui. Comment dessinez-vous? Écoutez, on fait un dessin sur un papier, à l'échelle même, Oui. et on le reporte ensuite sur le panneau blanc. Ouais. Mais je crois que vous employez là une technique particulière. Pas tellement. Ah ben, moi, de toute façon, quand je fais une peinture, je décompose, mais ça passe par le nombre d'heures. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer Je ça? le prends sur un calque, Oui. et sur un deuxième calque, ensuite, je dessine avec le nombre d'heures, ma décomposition par le nombre d'heures, en transparence, et j'inscris mon dessin là-dedans, au fusain d'abord, et ensuite à la mine de plomb, pour ensuite le reporter, soit par le piquage, qui est traditionnel, soit à vue de nez, peut-être, si ça arrive. Enfin là, il ne s'agit vraiment plus d'une simple esquisse dès que vous attaquez Comment? le support. Dès que vous attaquez le support, ça ne peut plus être une simple esquisse, c'est définitif. Le dessin est définitif à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on le pense longtemps à l'avance, il est définitif. Non, parce qu'en peignant, il arrive qu'on ait des repentirs, ça se voit d'ailleurs. Chez les anciens, vous pouvez remarquer, au musée, on voit par exemple un personnage qui a la main levée, le bras en l'air, et qui a été gravé sous le paysage et le ciel qui a été peint par-dessus. Et il y a des moments, le peintre avait envie de lui faire baisser les bras. Pourquoi est-ce que vous gravez avec une pointe en acier votre support? On le grave parce que la peinture à l'off, on passe plusieurs couches, l'une sur l'autre. C'est-à-dire que dans la tradition, on peint dans l'ordre de la Genèse. On se référait toujours, les Byzantins, comme les peintres du Haut Moyen-Âge, et même jusqu'à la Renaissance, se référaient au texte sacré. Alors, on passait le ciel partout, dans l'ordre de la création, le ciel, les collines, les végétaux, les animaux et les hommes. Alors, ce dessin qui avait été pensé à l'avance, il disparaîtrait sous les différentes couches de peinture. Et alors, au contraire, le gravé reste toujours, on grave finement, on ne grave pas avec une grosse pointe. Ce gravé réapparaît toujours. À partir de quoi vous réalisez vos couleurs dans cette technique? Oui, il faudrait le faire dans la plus pure tradition avec des poudres, prendre la couleur en poudre, et puis la broyer avec de l'eau, et ensuite y ajouter le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf qui est le véhicule qui remplace l'huile de lin, autrement. Mais moi je le fais tout simplement parce que j'ai eu des ennuis avec les poudres, avec les pigments qu'on conserve, ils se conservent mal, et ils arrivent à moisir un petit peu. C'est très gênant. Alors je prends des gouaches ou des bonnes couleurs à l'aquarelle. Est-ce que vous pouvez nous donner l'origine, avec un peu de précision, de ce métier, de cette technique que vous employez? Vous savez, l'origine, c'est très simple. L'origine, c'est cette technique est née avec le christianisme. Oui. Les anciens payaient, par exemple, si vous voyez les peintures de Pompéi, c'est très naturaliste. Oui. Et alors, les Byzantins, si vous voulez, ont pris ce métier en le baptisant, c'est-à-dire en apportant le jaune d'œuf comme élément. Qui représente Oui, symbolique. parce que c'est
pas tellement, pas chrétiennement, mais c'est surtout vivant. Et c'est une matière qui, en vieillissant, embellit. On a eu la surprise, dans l'atelier où j'ai commencé à apprendre le métier, d'avoir oublié un jaune d'œuf, et on s'est aperçu au bout de plusieurs mois qu'il n'était pas putréfié, au contraire, il était resté dur et translucide comme de l'ambre. Alors, est-ce que vous pouvez continuer donc à nous parler de cette histoire de la Alors technique? les Byzantins, si vous voulez, ont travaillé d'une autre façon. C'est-à-dire qu'ils ont représenté, évidemment, c'était toujours figuratif, si vous voulez, mais d'une façon à l'image de l'incarnation, qui n'était pas sensuelle. C'était écrit. On ne mélangeait pas la couleur. Et on ne modelait pas dans le sens, et le rondelle de saucisson, par exemple, pour un volume cylindrique, ou une bouteille, ou un verre. C'était dans le sens de la forme la plus longue, dans le sens où coule le sang qui est l'esprit. Vous avez évoqué le verdaccio. Oui, le verdaccio, c'est-à-dire que c'est le proplasme. Les Grecs appellent ça le proplasme, c'est-à-dire avant la création. L'origine. Par exemple, pour le proplasme de la chair, il prenait, toujours selon les textes, il prenait 2 parties d'ocre pour une partie de noir, qui était le symbole du limon de la terre. Et ensuite, avec la carnation, qui est la couleur superficielle de la peau, je vous parle du corps humain, là. Oui. Il revenait en modelant, mais toujours par la hachure, en écrivant dans le sens de la forme, dans le sens le plus long. Et donc là, pour la préparation de la carnation... Alors donc... là, vous savez, ça dépend. Oui, la carnation, pour le corps humain, c'était de l'ocre jaune, un peu d'ocre rouge, et puis un peu de blanc. Et puis le blanc, vous la goûtez, vous la faites différente, même soit vous la forcez en brun, en ocre, soit en rose, en rouge. Mais alors, et pour les lumières, alors on revient par-dessus, si vous voulez, à la dernière minute, on revient avec une petite tache de blanc, avec légèrement bleuté. Parce que je me suis aperçu que dans toute la peinture de grande qualité de nos musées, toujours la lumière, les taches de lumière sont bleutées. Et au contraire, tout ce qui est dans l'ombre est chaud et lumineux. La lumière, en somme, est dans l'ombre. Voilà. Donc cette technique de la peinture à l'œuf va modifier tout de même votre manière, qui était jusqu'à présent plutôt le reflet d'un peu un expressionnisme allemand, un peu à la Schiele. Oui, oui, ce qui m'a toujours intéressé, vous comprenez, c'était de m'occuper des grands sentiments éternels de l'homme. Donc, l'expressionnisme ne l'ai pas cherché, parce que je me suis trouvé dans un quartier pauvre. Ma jeunesse s'est passée dans un quartier pauvre. Quai de Serein, c'était un quartier très pauvre. Et j'ai vu la souffrance de tous les gens qui habitaient là autour de moi. Je me suis rendu compte que j'arrivais à un système, une espèce de sensualité trop grasse avec la peinture à l'huile. J'arrivais à faire de la vraie chair, c'était trop vrai. Je tombais dans une espèce de naturalisme, tout en étant expressionniste, si vous voulez, comme on l'a dit à Lyon, quoi, comme la critique m'avait qualifié. Alors, à la suite de ça, j'ai donc dit, oui, je vais essayer d'apprendre ce métier, et puis, moi, je ne veux pas faire d'icônes, je ne veux pas faire non plus de peinture religieuse. David vous dit... David me dit, je fais une exposition chez lui dans le nouveau métier. D'accord. En 51. Et à ce moment-là, il me dit, avec le métier que vous avez, il faut faire de l'art sacré, mon vieux. C'est parce qu'il n'y a rien, dans ce domaine, il n'y a rien. Et il me dit, je lui dis, mais où, comment faire? Il me dit, mais allez à Saint-Sulpice, et vous allez voir, il y a certainement un marchand qui ne sera pas idiot, qui s'intéressera à ça. Mais on a trouvé un local, la plus vieille boutique du coin, fournisseur du président Falière. Et vous y avez travaillé donc pendant... Alors là, on a remis d'abord en état la baraque, et on a commencé à grouper ces différentes choses. Naïvement, on s'était imaginé qu'on allait vendre de la peinture. Mais la peinture, les budgets de l'île étaient très restreints, il y avait beaucoup moins d'acquéreurs de peinture. Et ensuite, alors on s'est groupé avec artistes et artisans, et ça a marché pendant 20 ans. On est arrivé à faire un résultat très très important. On a fait une espèce de nettoiement dans tout le quartier Saint-Sulpice. Oh, ça, c'était après l'expérience du théâtre. Donc vous avez travaillé avec votre femme, vous avez fait des masques. Encore en même temps, j'en ai fait aussi un petit peu en même temps. Vous avez travaillé pour quelle compagnie? Pour le théâtre, j'ai travaillé. Le premier travail, ça a été avec Berthold. Berthold faisait les costumes, j'ai fait des masques. On a travaillé en collaboration. Pour qui?
pour la compagnie du théâtre antique de la Sorbonne. C'était merveilleux comme travail. Et ensuite? Extraordinaire. Ensuite de ça, ça fait la boule de neige, quoi. On m'a demandé des masques pour des tas de choses. J'ai fait pour Jouvet, pour le Don Juan de Molière. C'était les décors de Bérard? Avec Bérard, les décors et les costumes de Bérard. Et j'ai fait des masques et des éléments aussi pour les intermèdes. Je vous montrerai des photos. Et puis alors, j'ai travaillé aussi pour Pierre Blanchard, qui a monté Édith Proie, qui l'a monté à Lyon d'ailleurs. J'ai travaillé avec Raymond Rouleau, avec le Théâtre National Populaire. Qui à l'époque était administré par Jean Villard? Jean Villard. J'ai travaillé ensuite avec Sylvia Montfort. Je fais pas mal de choses pour le théâtre. J'ai pas en mémoire. Donc là, vous aviez mis au point une technique de fabrication de masques. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? La technique, c'est... Enfin, j'ai mis au point, si l'on veut. C'est-à-dire, j'ai appris le métier classique du masque de théâtre par un comédien routier. Qui s'appelait? Qui s'appelait Cordon, qui a dirigé le Centre d'art dramatique d'Alger. Qui était donc avec Copo, qui était un copio. C'était un copio. Et puis j'ai travaillé beaucoup aussi avec la compagnie de la Guilde, qui est celle de Rétoré, qui est devenue ensuite le théâtre de l'Est parisien. On a eu le prix des Jeunes Compagnies avec Les Grenadiers de la Reine, et puis surtout la pièce qui a eu le plus de succès, ça a été La vie et la mort du roi Jean, de Shakespeare. Là, j'étais évidemment très déboussolé en voyant la facilité avec laquelle il pleuvait des mois de prison sur des jeunes gens qui étaient peut-être innocents ou plus ou moins coupables de vol de whisky dans un bal de campagne. C'est abominable. Ça m'avait marqué à un point. Je me suis donc dit, pour me libérer, je vais faire des toiles des juges. Alors l'autre thème important, c'était les petites baigneuses. J'avais une cruche anthropomorphe dans laquelle j'avais planté des fleurs, des feuillages et de l'eau, et je me suis dit, tiens, mais ce personnage est vivant. Ça fait penser aux petites baigneuses que je rencontre à Deauville, ces petites bonnes femmes toutes rondes, pleines de crème fraîche et de tripes à la mode de Caen, sans cervelle, avec de l'eau claire, comme c'est le cas. J'ai donc fait petit à petit plusieurs toiles de ces petites baigneuses qui m'ont amusé. On a tout de même l'impression que vous êtes un peu partagé en vous-même entre une peinture qui rappelle cet expressionnisme dont on parlait tout à l'heure, et puis une autre peinture qui, elle, est peut-être plus proche d'une certaine religiosité et qui, on le dirait, veut nous apporter un message. Et alors, dans cette manière de peindre, on sent une sorte d'élévation. On a l'impression que les êtres sont rendus légers. Que leur âme est ailleurs, les yeux sont bleus, les êtres ont l'air comme ça, tout a l'air fluide un peu dans cette peinture. C'est-à-dire que ça n'a pas changé. Mon dessin est exactement le même. Je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est expressionniste d'un côté et que ça n'est pas de l'autre. Si le dessin est le même, c'est le métier, la façon d'exprimer, de remplir, si vous voulez, ce dessin. De le faire vivre, de le nourrir.